Interaction biotique positive. Alors nous avons vu dans un précédent cours des interactions biotiques négatives. Aujourd'hui, il s'agit d'essayer de comprendre comment des associations à bénéfice réciproque peuvent influer dans l'équilibre d'un écosystème, du moins dans la dynamique des écosystèmes. Nous savons qu'entre les êtres vivants qui représentent la biocénose, il existe des interactions. Les interactions ne sont pas nécessairement négatives, c'est-à-dire antagonistes. Elles peuvent être également bénéfiques, voire quelquefois elles sont nécessaires à la survie de certaines espèces. Essayons de nous poser le problème concernant ces caractéristiques d'interaction biotique à caractère plutôt bénéfique. Donc, relations biotiques, ce sont des relations entre les êtres vivants. Alors, nous allons essayer de comprendre, à travers un exemple, donc, cette notion de symbiose, qui est une interaction bénéfique. En forêt, il y a des associations qui sont bien cachées, nous parlerons de mycorhizes. Nous allons voir quelques caractéristiques de ces symbioses mycorhiziennes. Et enfin, espérons que nous allons pouvoir faire la relation de manière plus générale dans cette dynamique des écosystèmes entre les interactions biotiques négatives et ces interactions biotiques positives que nous allons étudier aujourd'hui. Dynamique des écosystèmes, tout un programme. Les êtres vivants d'un écosystème sont toujours en interaction. Alors, il faut qu'on parle d'êtres vivants, bien sûr. Sinon, il s'agit du biotope. Donc, certaines de ces interactions vont en effet avoir des effets bénéfiques pour les deux partenaires, et d'autres interactions auront des effets négatifs, mais ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. La symbiose. Qui ne connaît pas la symbiose? Elle désigne une association bénéfique qui sera durable et réciproque entre les êtres vivants. Précédemment, dans les interactions négatives, cela favorisait un partenaire mais pas l'autre. Dans ces interactions positives, les deux partenaires sont concernés, ils entrent en symbiose et s'aident mutuellement. Les mycorhizes, par exemple, font partie des associations qui permettent d'obtenir des interactions positives. Alors, c'est quoi les mycorhizes? Ce sont des associations entre filaments de champignons et des racines de végétaux qui vont favoriser l'alimentation en eau et en sels minéraux pour la plante, qui, en échange, et grâce à la photosynthèse, va fournir des matières organiques aux champignons. Donc vous voyez que l'interaction existe bel et bien au niveau de ces mycorhizes. Les racines vont absorber, grâce au poil absorbant, de l'eau et des sels minéraux dans la sève brute. Il s'ensuit, et grâce à la photosynthèse en parallèle, la production de matière organique qui va circuler dans la sève élaborée. Et cette sève élaborée va finir par parvenir, en quelque sorte, jusqu'aux filaments mycorhiziens qui vont pouvoir échanger avec ces racines. Donc, l'alimentation en eau et en sels minéraux pour la plante est favorisée et en échange, elle fournit de la matière organique. Donc, ces champignons, en quelque sorte, vont permettre d'enrichir la sève brute. Il y a une certaine diversité des interactions qui s'étudie à la lueur de leurs effets sur la valeur sélective des partenaires. Il y a ce que l'on appelle une coopération. Coopération, donc mutualisme, dont la symbiose. Donc vous voyez que la symbiose n'est pas la seule à être importante dans ces interactions à caractère bénéfique.
Il s'agit de comprendre la complexité d'un système écologique et d'en caractériser l'organisation. Par exemple, les frontières, les éléments, des flux, des interactions dont nous avons déjà parlé dans un cours précédent. Il faut savoir décrire, à l'aide d'observations simples et de préparations microscopiques et d'expériences, les modalités de certaines interactions, par exemple la symbiose mycorhizienne. Il est très facile de préparer des lames que vous allez regarder au microscope et puis décrire en parallèle à des études que vous allez pouvoir faire sur Internet ou sur votre manuel. Donc revenons à notre problème, donc les caractéristiques des interactions biotiques bénéfiques, quelles sont-elles? Pardon. Alors, nous avons parlé de symbiose, donc ce sont des associations. Associations entre deux partenaires, et le bénéfice existe vis-à-vis de chacun des partenaires. Ça, vous l'avez bien compris. C'est le cas du lichen, par exemple. Alors, quand je dis du lichen, il existe plusieurs sortes de lichen. Dans une biocénose, alors vous vous souvenez, la biocénose, c'est l'ensemble des êtres vivants qui vont interagir, qui existent en tout cas dans un écosystème particulier. Donc il peut exister entre certains êtres vivants des interactions qui peuvent être multiples. Certaines vont être bénéfiques et surtout il faut qu'elles soient durables. Alors, évidemment, pour les deux partenaires en tout cas, si l'un des partenaires meurt, eh bien ça veut dire que l'autre partenaire va mourir également. De cause à effet. Bon. Mais si au sens strict du terme, les deux partenaires ont des effets bénéfiques, alors on parle de symbiose. Symbiose au sens strict. Alors, amusez-vous à chercher sur Internet un lichen que l'on appelle Flavoparmelia caperata. C'est très joli. Ces lichens sont des associations symbiotiques. Un lichen, c'est le résultat d'une association très étroite entre quoi et quoi? Allez, dites ce que vous pensez. Eh bien, un lichen, c'est une association entre une algue, dont l'activité est chlorophyllienne, et un champignon, dont une caractéristique est la capacité à capter et à retenir l'eau. Alors, ça, c'est mon cobaye, qui s'amuse à mâchouiller les barreaux de la cage. Bon, symbiose, on peut avoir d'une manière globale ce que l'on appelle une coexistence physique durable, et nous parlons dans ce cas-là de symbiose au sens large, alors que tout à l'heure, nous avons parlé de symbiose au sens strict. Symbiose au sens strict, lorsque les deux partenaires ont des activités, des actions, des relations durables et bénéfiques. Là, on parle bien de symbiose au sens strict. Mais au sens large, il y a une coexistence physique durable. Il y a des interactions qui peuvent être parasites. Donc, c'est une interaction négative. Donc là, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Dans le mutualisme, il y a bénéfice réciproque avec ou sans coexistence. On parle dans ce cas-là d'interaction transitoire. Et entre les deux, il y a une symbiose mutualiste où il y a une coexistence et un bénéfice réciproque. Dans ces cas-là, il y a coexistence et mutualisme. Vous voyez que au niveau de ces interactions, pardon, mais je ne peux pas échapper à la maladie non plus, moi.
Donc au niveau de ces interactions symbiotiques, il y a des associations à bénéfice réciproque, mais il y a une certaine limite à ces associations. Il faut qu'il y ait au niveau des exigences de l'un et de l'autre, donc des relations qui soient bénéfiques, ce qui n'est pas toujours facile parce que les interactions sont compliquées. Alors, vous prenez en forêt, par exemple, tout à l'heure je vous ai parlé de mycorhize, alors du grec mukes, qui signifie champignon, et rhiza, qui signifie racine. En forêt, il y a des associations cachées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller dans la terre pour regarder ce qui se passe. Il y a des réseaux mycorhiziens en forêt. Les filaments des champignons sont facilement observables sur une lame microscopique. Alors, dans une forêt, vous imaginez, donc il y a des arbres, évidemment, donc différentes strates arbustives, entre guillemets. Au niveau de la strate herbacée, il y a différentes plantes. Alors, il y a de jeunes pousses d'arbres, de chênes, de hêtres, d'érables, etc. Il y a des champignons. Alors, il vous est peut-être arrivé quelquefois d'observer en forêt des champignons qui forment un cercle. Alors quelquefois on appelle ça le cercle des sorcières. C'est un petit peu bizarre, non? Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Et quelquefois ce cercle se fait autour d'un arbre, mais pas toujours. Si vous allez dans une prairie, on peut trouver le cercle des sorcières, entre guillemets. Alors c'est dû à quoi? Bon. Eh bien, essayons de comprendre à travers l'étude de deux types de mycorhizes que vous allez pouvoir vous procurer et observer des coupes transversales d'une racine. Les plantes vivent pardon, mais je ne peux pas quitter la vidéo. Bon. Alors ça vous permet de prendre conscience que le système immunitaire, il est en train de fonctionner, et si vous voulez, ça fait partie de votre programme, allez l'étudier, et puis vous allez comprendre pourquoi je fais un effort pour rester digne, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, beaucoup de plantes vivent en symbiose avec des champignons au niveau des racines. Donc la clé pour comprendre, c'est qu'il faut aller voir au niveau des racines. Il y a des associations que l'on appelle des mycorhizes. Alors, il existe plusieurs types de mycorhizes. Alors, donc, vous allez pouvoir faire plusieurs types de lames. Alors, encore faut-il savoir quel type de mycorhize vous allez étudier. Souvent, les filaments mycéliens vont pénétrer à l'intérieur des cellules de la racine. On parle dans ce cas-là d'endomycorhize. Donc, vous imaginez un filament qui pénètre dans une cellule. Donc il faut percer la cellule, il faut rentrer dans la cellule. Alors, voilà. Pour beaucoup d'arbres, dans les forêts, au niveau des forêts tempérées en tout cas, les filaments du champignon vont former une espèce de manchon qui va entourer les racines et qui vont rester dans la matrice extracellulaire. Nous allons parler dans ce cas-là d'ectomycorhize. Les mycorhizes, de ce fait-là, vont former un réseau très important entre les racines d'un arbre et même des arbres voisins. Donc, vous pouvez observer sur des coupes différentes que vous allez vous procurer sur Internet ou sur votre manuel, une coupe d'endomycorhize et une coupe d'ectomycorhize. Donc, vous allez voir, il y a une spore externe qui va pouvoir germer et puis former des espèces de filaments mycorhiziens, des filaments en tout cas de mycélium, c'est-à-dire qui appartiennent aux champignons. Il y a au niveau des cellules ce que l'on appelle le manteau, puis ces filaments vont former dans les cellules des espèces de pelotons.
Dans les cellules végétales, par exemple, est formé ce que l'on appelle le réseau de Hartig. Et puis un carpophore va pouvoir se former suite à ces relations mycorhiziennes qui permettent des échanges et qui permettent donc non seulement à la plante de vivre et de pousser correctement. Alors au mieux, ça ne veut pas dire que les champignons sont absolument nécessaires, mais c'est favorable à leur évolution. Et lorsque le champignon va se mettre à pousser, à sortir au niveau du sol, ce que l'on appelle le carpophore, eh bien c'est bien la preuve que quelque part, à quelques mètres ou quelques centimètres, ou dans le voisinage en tout cas, c'est bien la preuve qu'il y a eu des relations mycorhiziennes entre la plante et le champignon que l'on appelle le carpophore. Voilà. Donc voilà, donc si vous observez dans une image, dans une coupe de la forêt entre le milieu extérieur et le milieu intérieur au niveau des racines, au niveau de la terre, au niveau des champignons, etc., vous allez voir qu'il y a des espèces de prolongements que l'on appelle des filaments mycorhiziens qui vont permettre, enfin des interactions mycorhiziennes, donc qui vont permettre à la plante et aux champignons donc de pousser au mieux. Alors, bien sûr, vous allez pouvoir caractériser ces symbioses mycorhiziennes, alors que ce soit des ectomycorhizes ou que ce soit des endomycorhizes. Dans les écosystèmes, dans les forêts, dans les écosystèmes forestiers, certains arbres peuvent héberger plusieurs espèces de champignons. Alors, on pourrait croire qu'il y a une spécialisation entre un champignon et un arbre particulier. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que le chêne possède ses propres champignons, entre guillemets, sous-entendu ses propres filaments mycorhiziens, en association avec le chêne, tel ou tel champignon. On pourrait le penser. On pourrait penser que le hêtre est en association avec un autre champignon. Et que de ce fait-là, si nous voulons trouver par exemple des champignons, des truffes, des cèpes de Bordeaux, etc., eh bien, il suffirait de rechercher les arbres et puis de dire, d'imaginer en tout cas, de faire l'hypothèse que au pied de ces arbres, ou pas très loin en tout cas, on pourrait trouver tel ou tel type de champignons. Alors c'est vrai, ce type d'association spécifique existe, mais dans ces écosystèmes forestiers, il y a certains arbres qui peuvent héberger plusieurs espèces de champignons. Le chêne, par exemple, alors le chêne sessile, en tout cas, il peut être colonisé par plusieurs dizaines d'espèces de champignons différentes. Et inversement, on peut très bien imaginer, et ça existe vraiment, qu'une espèce de champignon peut s'associer à plusieurs espèces d'arbres. Alors, vous allez pouvoir vous amuser à observer des ectomycorhizes à la loupe binoculaire. Et par exemple, vous pouvez observer également des endomycorhizes au microscope. Alors, qu'est-ce que vous allez voir? C'est un peu la surprise. Donc, vous allez voir des espèces de filaments à droite et à gauche, à partir d'une tige centrale. Vous voyez des espèces d'expansions filamenteuses. Bon. Commençons par essayer de comprendre en fait ce que vous observez. Dans un sol, en forêt, vous allez prélever un petit peu d'humus ou bien une motte de terre avec quelques jeunes pousses d'arbres. Et puis vous allez repérer et dégager des racines et vous allez pouvoir les placer rapidement dans une coupelle d'eau pour éviter qu'elles ne se dessèchent. Vous allez pouvoir observer à l'œil nu, puis à la loupe binoculaire, le système des racines. Vous allez repérer les ectomycorhizes qui sont souvent placés latéralement de part et d'autre d'une racine grâce à leur forme de manchon et leur aspect cotonneux. Donc là, vous comprenez un petit peu mieux que ce que vous observez avant l'explication
je vous ai dit, il y a une espèce de tige. Alors, ce n'est pas une tige, c'est une racine principale. Et au niveau de cette racine principale, il y a fixation de ce que l'on appelle les ectomycorhizes tout au long de cette racine. Voilà. Maintenant, si vous observez au microscope des endomycorhizes, donc vous allez repérer des cellules. Par exemple, vous pouvez le faire dans une racine de liseron. Donc vous tapez sur Internet, observation microscopique, endomycorhize, racine de liseron, que vous pouvez observer au microscope optique après coloration au bleu coton acétique. Alors, vous observez donc ces endomycorhizes au microscope optique, le microscope habituel. Alors, comment est-ce que vous allez faire? Si vous voulez vous-même faire une préparation, alors bien sûr, votre enseignant va vous y aider et préparer sans doute les choses à l'avance. Mais si vous voulez vous amuser à le faire vous, eh bien, vous allez extraire un peu de terre dans un sol forestier et vous allez prélever quelques filaments d'extrémités de racines de plantes herbacées. Vous les lavez, vous les déposez dans une coupelle d'eau, puis vous découpez un petit fragment, vous écrasez entre lame et lamelle et vous observez au microscope. Donc il est possible de faire une coloration. Et vous observez des choses. Vous observez quoi? Nous en reparlerons tout à l'heure. Alors, il y a des échanges entre les partenaires, évidemment. Il y a, si par exemple on prend la survie de cyprès mycorhizés ou non après l'inoculation d'un pathogène racinaire en pourcentage, eh bien, vous pouvez voir que vous pouvez repérer donc des champignons mycorhiziens ajoutés en même temps que le pathogène. Et puis d'un autre côté, vous pouvez faire l'étude où vous pouvez observer sur un document les champignons mycorhiziens ajoutés 6 mois avant l'inoculation du pathogène. Alors essayons de comprendre les résultats. Donc vous avez la survie en fonction du temps. Alors, au temps t égale 0, vous allez inoculer le pathogène. Le pourcentage de survie avant l'inoculation était de 100%. Donc on a les valeurs en pourcentage de 0%, 50%, 100% et on a l'échelle graduée évidemment entre 0 et 100%. Donc on prend des cyprès qui sont mycorhizés et des cyprès non mycorhizés. On inocule le pathogène et on regarde ce qui se passe en termes de survie des cyprès. Alors je répète que l'on va inoculer au temps t égale 0 le pathogène et avant cette inoculation, je répète, la survie du cyprès était de 100%. Au bout d'un temps, t plus x, le pourcentage de survie commençait à diminuer concernant les cyprès mycorhizés. Au bout d'un temps encore plus élevé, eh bien, on avait un pourcentage de survie qui s'est stabilisé et qui avoisinait les 5 à 10% à peu près. On va dire 10%. Donc ça veut dire quoi? Alors, d'après les résultats, on a, avant l'inoculation du pathogène, on avait 100% de survie des filaments mycorhizés. Des cyprès mycorhizés en tout cas. Et puis, au bout d'un certain temps, eh bien, il n'y avait plus que 10% de cyprès mycorhizés qui ont survécu. Si les cyprès ne sont pas mycorhizés, eh bien, on obtient pratiquement la même allure de courbe avec un pourcentage de survie un tout petit peu inférieur, on va dire 8% à peu près. Alors, ça veut dire que concernant ces champignons mycorhiziens,
donc que l'on a ajouté en même temps que le pathogène, ça veut dire que on a eu une perte en fait des cypresses. Donc ça veut dire que l'inoculation du pathogène suivie de l'ajout de champignons mycorhiziens, donc en même temps que le pathogène, a fait que les cypresses n'ont pratiquement pas survécu. Deuxième expérience, la survie des cypresses est restée à 100% lorsque l'on a inoculé le pathogène et que l'on a ajouté 6 mois avant l'inoculation du pathogène, donc des champignons mycorhizés. Donc c'est intéressant parce que si les champignons, si le cyprès était mycorhizé, l'ajout du pathogène n'a pas permis la destruction des cypresses. Pourquoi? Parce que les champignons mycorhiziens ont été ajoutés 6 mois avant l'inoculation. Donc ça veut dire que les mycorhizes ont joué un rôle très important, en fait, et ça veut dire que le pathogène n'a lui-même très certainement pas survécu, en fait. Ou en tout cas, il n'a pas eu d'interaction au niveau de la survie, enfin au niveau de la survie des cypresses. Alors que concernant ces mêmes cypresses, s'ils n'étaient pas mycorhizés, eh bien ça veut dire que l'ajout du pathogène a fait qu'au bout d'un certain temps, il y a eu destruction en fait des cypresses. Bon, donc vous avez vu la différence entre les deux, c'est que les champignons mycorhiziens sont ajoutés en même temps que le pathogène, et dans ces conditions-là, le cypress, au bout d'un certain temps, va mourir, ne va pas survivre, en tout cas survit à 10%, alors que l'on avait 100%. Et lorsque les champignons mycorhiziens sont ajoutés 6 mois avant l'inoculation du pathogène, eh bien ça veut dire que concernant les cypresses mycorhizées, il y a une survie à 100%. Ça veut dire, à la limite, le pathogène n'a aucune action. Et ça veut dire que, et en plus, donc pas en plus, mais on constate que si les cypresses n'étaient pas mycorhizées, eh bien ça veut dire qu'on a une destruction qui frôle les 5%, enfin les 95% en tout cas. Donc ça veut dire que les cypresses ne survivent pas. Donc ça veut dire qu'on met là en avant en fait les filaments mycorhiziens qui sont très importants et même quelquefois indispensables à la survie de telle ou telle espèce. Donc il faut bien admettre qu'il y a des échanges entre les deux partenaires, échange entre le végétal, échange entre le champignon, échange concernant l'eau et les sels minéraux, échelle concernant le phosphore organique minéral, les échanges concernant l'azote organique minéral également. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que l'eau, les sels minéraux, le phosphore organique minéral, l'azote organique minéral vont pénétrer dans le champignon. Il va y avoir formation, enfin pas formation, mais il va y avoir des échanges qui vont se faire, puisque concernant par exemple l'azote organique minéral, on va pouvoir avoir des acides, enfin ça concerne en fait les acides aminés, par exemple. Mais des vitamines également, des hormones qui vont pouvoir être échangées. Des acides aminés vont passer dans le végétal. Le végétal, en compensation du passage d'acides aminés, de vitamines et d'hormones, eh bien, vont permettre non seulement la présence de vitamines et d'hormones qui vont être importantes pour la croissance de telle ou telle partie de la plante, mais la photosynthèse de ce fait-là, au niveau du végétal, va être possible grâce également à l'apport de CO2. Donc cette photosynthèse va former des glucides, et au niveau des racines, donc ces glucides vont pouvoir passer dans le champignon. Et donc là, on voit bien qu'il y a bien une interaction positive entre le champignon et le végétal. Alors, les interactions mycorhiziennes ne sont pas toujours fatales si elles n'existent pas.
Mais on a bien vu que dans le cas du cypress, eh bien, la survie était indispensable, la survie était possible si les mycorhizes étaient installées depuis longtemps, en fait. Mais si on n'installe pas les mycorhizes, enfin si on ne s'arrange pas pour que les mycorhizes soient en place depuis longtemps, dans ces conditions, la survie de l'espèce végétale est remise en cause, évidemment. Alors, donc là, vous avez pu comparer, on a pu comparer certaines modalités d'interaction biotique et donner des exemples, évidemment, et à partir d'observations et d'exploitation de documents, d'internet, de vos connaissances, etc., vous allez pouvoir, et vous avez pu, ou vous allez pouvoir, si vous n'avez pas tout à fait compris, donc justifier la qualification de symbiose qui est donnée aux mycorhizes, qui sont des éléments très importants, et vous allez pouvoir expliquer comment elles modifient le fonctionnement de la plante. Alors, bien entendu, si on prend cette association, donc ces associations bénéfiques, au sens large du terme, lorsque l'on parle de symbiose par exemple, on a bien une association entre plusieurs êtres vivants. Dans le cas du parasitisme, l'association se faisait au détriment de l'un des partenaires. Donc c'est ce que nous avions vu dans le cas précédent, et la gale était un exemple. Bon. Dans le cas de symbiose mutualiste, eh bien, les deux êtres vivants sont unis de manière durable et bénéficient de cette association, et nous avons pris l'exemple du lichen. Dans le cas d'interaction transitoire à bénéfice réciproque, l'association est bénéfique aux deux partenaires, mais elle n'est pas permanente. Et la pollinisation peut être un exemple. Concernant les mycorhizes, il s'agit d'une symbiose mutualiste. L'association entre les deux partenaires se fait de manière durable, très étroite et permanente, jusqu'au cœur des cellules. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsque vous avez observé, concernant les endomycorhizes, eh bien, vous avez observé des cellules et des choses, des espèces de petits filaments à l'intérieur. Donc, on a bien vu que jusqu'au cœur des cellules, il y avait donc ces mycorhizes, et on parlait bien d'endomycorhizes. Le bénéfice, bien entendu, comme nous l'avons dit à de multiples reprises, est bénéfique. Le champignon bénéficiera d'une part des glucides qui sont produits par la photosynthèse, alors les glucides, c'est-à-dire de la matière organique, ce qui va constituer sa source d'une nutrition carbonée. À l'opposé, le végétal va bénéficier d'un apport d'eau et d'éléments minéraux, et l'association avec un champignon, si elle est réalisée assez tôt, va permettre au végétal de se défendre contre les éléments pathogènes. Donc, comme nous avons vu dans le cas du cypress, lorsque l'on a inoculé un pathogène, s'il n'y avait pas de mycorhizes déjà en place, le cypress meurt, ne survit pas, ou très peu en tout cas. Mais par contre, si le système mycorhizien est mis en place depuis longtemps, eh bien, l'inoculation par un pathogène, ou simplement l'action d'un pathogène, est pratiquement caduque, entre guillemets. Donc, ça veut dire que cette symbiose, en fait, elle modifie le support, le fonctionnement de la plante. Donc, tout le système d'alimentation concernant l'eau et les minéraux est modifié, y compris au point de vue structural, au niveau de la structure. Ce ne sont plus les poils absorbants des racines qui vont en effet apporter l'eau et les sels minéraux, mais des filaments mycorhiziens. Filaments mycéliens, en tout cas, dans les mycorhizes. Mycorhize, c'est l'association entre une plante et un champignon. Donc la destinée des produits de la photosynthèse va être modifiée, puisque le végétal en fournit une part aux champignons. Donc, si on revoit un petit peu les choses de manière globale, on a pu caractériser ces interactions biotiques bénéfiques entre les êtres vivants,
Et on a pris le cas des symbioses, mais il existe d'autres cas évidemment. On a pris l'exemple de la symbiose mycorhizienne, avec ses modalités d'interaction, les effets sur l'équilibre et la dynamique de l'écosystème forestier. Alors, la définition de symbiose au sens strict du terme est bien sûr à connaître, c'est une coexistence à bénéfice réciproque. On a pris l'exemple du lichen. Le lichen, c'était une association bien spécifique également. Il existe des réseaux mycorhiziens qui peuvent exister dans une forêt, aux avantages bénéfiques évidemment. Le sol abrite de nombreux êtres vivants qui sont en interaction très complexe au sein de ce sol. La majorité des plantes vit en symbiose avec des champignons, mais également ça peut être des bactéries. On parle des nodosités, de certaines nodosités de certaines plantes, par exemple les papillonacées. Alors, vous avez compris ce que signifiait mycorhize, vous avez bien défini cette notion. Deux principaux types de mycorhizes que vous devez connaître sont les endomycorhizes et les ectomycorhizes. Bon, il existe des caractéristiques des symbioses mycorhiziennes que vous avez pu repérer au microscope. Et l'exemple du cyprès, en tant qu'effet protecteur des mycorhizes, évidemment, permet des échanges, ces mycorhizes donc permettent des échanges entre les partenaires qui sont impliqués dans la symbiose, et certaines bactéries également symbiotiques vont faciliter l'assimilation des produits azotés par exemple. Donc là nous avons bien vu que les êtres vivants dans cette dynamique des écosystèmes et concernant ces relations à bénéfice réciproque, eh bien les êtres vivants d'un écosystème sont en interaction permanente. Il y a des interactions négatives, il y a des interactions bénéfiques, positives en quelque sorte. Certaines interactions ont des effets bénéfiques pour les deux partenaires. La symbiose désigne une association qui est durable à bénéfice réciproque entre les êtres vivants. Les mycorhizes sont des associations entre filaments de champignons et racines de végétaux et favorisent l'alimentation en eau et sels minéraux pour la plante qui en échange va fournir de la matière organique aux champignons. Alors, nous avons pratiquement terminé le cours, donc ces associations à bénéfice réciproque, nous avons bien compris concernant ces symbioses, concernant le rôle des mycorhizes, que ces caractéristiques d'interaction biotique bénéfique existent bel et bien et sont très importantes en fait à comprendre. Juste 30 secondes, j'ai un souci d'ordinateur. Alors, bon. Eh bien, nous avons bien travaillé. Nous avons compris que concernant ces associations à bénéfice réciproque, les symbioses correspondent à des associations à bénéfice réciproque. Nous avons pris un exemple d'association bien cachée que constituaient les mycorhizes. Pourquoi bien cachée? Parce qu'elles se situent dans le sol et à la jonction entre les racines et les filaments mycéliens. Mycéliens, c'est-à-dire les champignons. Et puis vous avez compris donc les caractéristiques des symbioses mycorhiziennes, notamment concernant ces ectomycorhizes et ces endomycorhizes. On a bien compris que la survie d'une espèce dépend quelquefois de la présence de ces mycorhizes. Et nous avons bien compris qu'il y a des échanges très fins, très spéciaux entre les partenaires en jeu dans cette symbiose. Bon voilà, il y a beaucoup de choses à dire. On pourrait parler encore des heures et des heures. Le cours est terminé. Merci.
Alors le sourire de fin, évidemment, toujours. Bon, toujours un peu bête ce sourire. C'est pour l'image de présentation. Bon.